Bonsoir Twitch. Bonsoir. J'étais très enthousiaste là sur ce bonsoir. Bonsoir. Vous regardez la chaîne de Mademoiselle et je suis Mélanie Wanga, la directrice des rédactions de Mademoiselle, mademoiselle.com, qui est un média féministe en ligne et qui traite de société. Et aujourd'hui, on est en 2022. Et en 2022, effectivement, on est toujours dans une pandémie mondiale globale, hein, mais on est aussi dans une année qui est très importante puisque c'est une année électorale. En France, on a une élection présidentielle avec de grands enjeux qui se préparent. Et du coup, chez Mademoiselle, on a décidé de couvrir cette élection dans une série de live Twitch qui vont poser aux candidates les questions que le lectorat de Mademoiselle se pose, à savoir déjà quel est leur programme, mais aussi quelles sont les mesures autour des droits des personnes minoritaires, donc les femmes, les personnes LGBT, les personnes racisées, mais aussi autour du travail, de l'économie, de l'écologie, de la jeunesse. Et ce soir, on reçoit la candidate à l'élection présidentielle, Nathalie Arthaud, de Lutte ouvrière. Bonsoir. Merci d'être là. Et c'est une soirée qui est également animée en partenariat avec le média urbain Street Press, qui est aussi un média d'enquête. Et avec moi, pour cette soirée spéciale, on retrouve Maëlle Lecor, qui est notre journaliste société chez Mademoiselle. Bonsoir. Bonsoir. Qui va mener cette interview avec moi. Et le chat, quant à lui, sera pris en main par la rédactrice en chef de Mademoiselle, qui est Mimi Hegel, à la régie. Mimi, tu nous entends ? Mais oui, je vous entends, je vous vois, c'est incroyable. Bonsoir Internet, bonsoir Twitch. Je suis donc Mimi Hegel et je serai la voix du chat ce soir. Donc vous pouvez poser vos questions, vos réactions dans le chat et j'en compilerai le plus possible pour qu'on puisse ensuite les poser en plateau, bien sûr. Merci Mimi. Et du coup, alors, juste pour expliquer comment ça va se passer, Nathalie Arthaud sera avec nous durant 1 heure, puis on passera à une phase de débrief où on reviendra sur tout ce qui a été dit et on discutera avec vous, le chat. Mais en attendant, il ne faut pas hésiter à participer, à mettre des commentaires dans le chat. Ils seront lus, ils seront étudiés, ils seront transmis. Vous pouvez aussi envoyer des émotes, vous pouvez suivre la chaîne et vous abonner si le cœur vous en dit. Eh bien, écoutez, moi, je pense que j'ai tout dit. Donc, Maëlle, tu vas pouvoir commencer. Bien sûr. Merci beaucoup d'être là. On est ravis de vous accueillir pour cette première. Déjà, je vais commencer par vous présenter un petit peu, peut-être pour les viewers qui ne vous connaissent pas et qui sont là ce soir avec nous. Donc, vous êtes Nathalie Arthaud, vous avez 51 ans, vous êtes agrégée d'économie et de gestion et vous êtes aussi prof en lycée à Aubervilliers en Seine-Saint-Denis. Tout bon jusqu'ici ? Exact. Parfait. Alors c'est parti, on continue. Aujourd'hui, vous êtes en campagne pour l'élection présidentielle. C'est la 3e fois que vous vous présentez et vous portez la voix de Lutte ouvrière, donc un parti d'extrême gauche, communiste, révolutionnaire. On va y revenir et un petit peu. Internationaliste aussi. Et internationaliste. Bon, voilà. Normalement, c'est inclus dans le communisme, mais par les temps qui courent, je pense que ça fait du bien de préciser. C'est une petite nuance importante. Avant ça, vous avez été porte-parole d'une figure incontournable de lutte ouvrière, Arlette Laguiller, qui a été 6 fois candidate à l'élection présidentielle, un record, qui a été aussi la première femme à se présenter en 1974. Donc en 2008, c'est vous qui avez repris le flambeau derrière elle. Depuis, on vous considère un petit peu comme son héritière, encore un peu aujourd'hui, un petit peu comme sa fille spirituelle, voilà. Un petit peu, il y a de ça. Vous politique, son héritière politique. Voilà, oui, bien sûr. Et on constate que vous cultivez une forme de ressemblance dans le style, dans la posture. Voilà, vous reprenez toujours ce fameux travailleuse-travailleur, qui était un peu la punchline politique qu'on accole toujours à Arlette Laguiller. Alors, aujourd'hui, en 2012, vous avez fait 0,56% de voix à l'élection présidentielle. 2017, vous avez atteint 0,64%. Vous avez décidé de rempiler cette année en 2022. Ouais. Alors, on pourrait se dire pourquoi ? Parce qu'il y a déjà une flopée de candidatures à gauche, quand même, il y a pas mal de monde. C'est une question qu'on vous a déjà posée, donc vous rétorquez en substance que vous vous présentez non pas pour vous asseoir dans le fauteuil à l'Élysée, mais parce que vous savez très bien que vous n'allez pas atteindre le second tour. Expliquez-nous, Nathalie Arthaud. Pourquoi vous y retournez quand même ? Parce que j'aspire effectivement à bien plus qu'être présidente de la République. Moi, je pense qu'il faut renverser cette société capitaliste. Et je pense on peut le dire, y compris dans une élection présidentielle. On peut dire dans une élection présidentielle qu'on est révolutionnaire. Moi, je suis révolutionnaire. Oui, je pense que il y a tout à changer en fait dans cette société. Voilà, parce que qu'on regarde. À gauche, à droite. Enfin, il n'y a que le fric qui compte dans cette société capitaliste. Bon, on y reviendra, hein, mais vous avez vu le dernier scandale des EHPAD ?
Bon, vous voyez, ils arrivent même à faire, à transformer des maisons de retraite en pompe à fric dans ce système. Donc, voilà, pour moi, ils ne méritent qu'une chose, c'est d'être supprimés. Alors, vous vous présentez, donc pas forcément avec cette volonté d'être un parti de gouvernement, pas une volonté de diriger, mais voilà, vous vous présentez. Et pour se présenter à l'élection présidentielle, il faut récolter des parrainages. Alors, on va peut-être revenir rapidement sur ce que c'est que ce système de parrainage. Donc, pour être candidat aujourd'hui, il faut récolter 500 signatures. Ces signatures, elles ne viennent pas du tout venant de vous et moi, mais voilà, elles viennent des grands électeurs, donc les maires, des élus, voilà, qui donnent leur parrainage à un candidat, justement, pour le soutenir. Et il faut récolter 500. Vous en avez 419. Est-ce qu'on est à raccord? Est-ce qu'on est à jour sur le comptage? C'est exactement ça. 419. Mais attention, donc il ne s'agit pas d'un soutien. Il s'agit bel et bien d'un parrainage, c'est-à-dire d'exprimer le fait que ce parti correspond à un courant qui a toute sa légitimité à être dans le débat. Donc en fait, les parrains de Nathalie Arthaud ne partagent pas forcément ses idées, ne soutiennent pas forcément notre organisation et ne vont pas forcément voter pour Nathalie Arthaud. En revanche, ils trouvent normal que notre courant puisse s'exprimer et qu'à cette occasion, beaucoup de femmes et d'hommes exploités, révoltés des bas salaires, révoltés de ce qu'ils vivent, puissent le dire aussi. Et du coup, vous y êtes quand même, vous en approchez très fortement des 500, vous n'êtes pas loin, vous y êtes même presque, alors qu'il y a d'autres candidats pour qui c'est un petit peu plus compliqué. Il y en a qui galèrent quand même. C'est quoi votre secret? Qu'est-ce qui fait que vous, candidat de lutte ouvrière, vous arriviez quand même à décrocher tous ces parrainages si facilement presque? Non, ce n'est pas du tout facile. Et est-ce qu'ils galèrent plus que nous? Je ne suis même pas sûre. Simplement, c'est vrai que nous, les maires qui s'étaient engagés à nous parrainer, nous leur avons demandé de remplir rapidement justement leur parrainage de façon à ce qu'on puisse savoir assez vite où nous en sommes. Sinon, il aurait fallu et il faudrait peut-être retourner sur les routes pour aller chercher des parrainages. Vous voyez, donc en fait, le tiercé d'arrivée ne dit rien de la difficulté à laquelle on est confronté. Nous sommes une petite organisation. Mais bien préparée. Mais elle est militante, surtout elle est militante. On est présent dans tout le pays, on a des équipes militantes avec des convictions et puis nous nous déplaçons. Alors ça, c'est une spécialité lutte ouvrière. C'est-à-dire que nous allons voir physiquement, nous allons discuter avec les maires, nous allons expliquer en quoi consiste le parrainage. Et puis on trouve effectivement des oreilles qui sont assez... des gens ouverts, des maires, parce qu'ils reconnaissent en fait notre courant comme un courant légitime qui a sa place justement dans le débat politique. Et puis je crois aussi parce qu'ils n'ont pas du tout envie que des partis institutionnels estampillés par la bourgeoisie et par le système, voire choisis parfois par Bolloré, Bouygues ou je ne sais qui, ils ne veulent pas que ces partis monopolisent la vie politique. Et ils estiment que le pluralisme, c'est autre chose. Et c'est aussi que des petites organisations comme la nôtre, issues des classes populaires, puissent aussi être présents. Alors, dans le chat, on nous dit les 8000 militants disciplinés et motivés. Oui, un peu ça. Alors 8000, on n'est pas 8000, je crois pas qu'on... si on était 8000 à aller chercher des maires, je pense qu'on les aurait déjà. Mais en tout cas, oui, je pense que ce sont nos convictions. Et je pense que ça touche aussi pas mal les maires parce que, en fait, ils sont issus des classes populaires eux-mêmes. Je parle des maires des petites communes, en fait. Ils sont issus des classes populaires. Ce sont des anciens, des techniciens, des employés, parfois des anciens ouvriers, des petits agriculteurs. Et la voix que nous portons, elle les touche aussi. D'accord. Ouais, c'est intéressant parce que j'ai vu, en tout cas moi sur les réseaux sociaux, j'ai vu plein de gens qui disaient mais comment ils font chez Lutte Ouvrière? Il y en a qui sont à 50 signatures, ils sont déjà à 400. C'est quoi le secret? Non mais c'est intéressant de voir que c'est en fait le... Oui, mais je tiens quand même... terrain, quoi. Je tiens aussi à préciser que ceux qui sont à 100 ou à 150, peut-être demain... ils seront à 300 ou à 400, vous voyez. Enfin, après, il y a un problème de rythme. Pour certains, je pense à Jadot, par exemple, à mon avis, il a zéro souci, il a zéro inquiétude. Il sait qu'il va les avoir.
Vous voyez, donc il n'est pas forcément très pressé à ce que les maires remplissent là leur formulaire, etc. Donc, on rappelle que c'est le 2 ou le 4 voilà, mars. C'est le 4 mars. Ouais, la limite, c'est le 4 mars. Donc voilà, moi je pense qu'il ne faut pas trop en tirer des conclusions non plus. Nous, on ne les a pas encore et on continue de se battre. D'accord. Du coup, moi, je voulais parler un peu plus précisément de Lutte ouvrière, parce que Mademoiselle, donc, c'est un média féministe, et du coup, on va parler droits des femmes. Alors, historiquement, en France, Lutte ouvrière, c'est quand même un symbole important du féminisme, parce que la précédente porte-parole du parti, dont on a parlé, pendant 35 ans, c'était Arlette Laguillet. Et Arlette Laguillet, ça a été la première femme candidate à l'élection présidentielle française en 1974, où elle a obtenu 2,3% des votes. Et on a un petite image d'archive à montrer, un de ses discours où elle explique pourquoi elle est candidate. Eh bien oui, je suis une femme et j'ose me présenter comme candidate à la présidence de cette République d'hommes. C'est légal et pourtant cela choque, cela paraît étrange, même aux hommes de gauche, et cela doit l'être puisque je suis la seule. C'est hyper fort, je trouve, comme image. Il n'y a pas que la coupe mulet et puis le look des années 70, mais je trouve que c'est hyper fort. Effectivement, elle le dit, même les hommes de gauche, en fait, ça leur semblait bizarre d'avoir une femme candidate. Et du coup, elle a quand même tout de suite porté des revendications féministes sur le statut des femmes dans la société française, leurs conditions de travail, les inégalités salariales par rapport aux hommes, même la question de l'IVG, du coup, qui sera légalisée l'année suivante, en 1975. Et je ne sais pas si vous avez la réponse à cette question, mais moi, je trouve ça intéressant. Qu'est-ce qui fait que Lutte ouvrière a été le premier parti à présenter une femme à l'élection présidentielle ? Eh bien, parce que Lutte ouvrière était une organisation révolutionnaire, précisément. Voilà, parce qu'elle rassemblait des militants et des militantes, mais des militants, j'insiste, c'est-à-dire des hommes militants en écrasante majorité, parce qu'en réalité, même dans les partis politiques comme dans les syndicats, il y a plus d'hommes que de femmes, et c'était vrai aussi déjà à cette époque-là, mais qui avait cette idée chevillée qu'il devait y avoir une égalité et que, y compris les femmes, eh bien, on devait les mettre en avant, on devait leur faire confiance et qu'elles pouvaient diriger une organisation, être porte-parole, qu'elle pouvait effectivement faire aussi bien que les hommes. Voilà. Et donc, autant, vous savez, quand on est une petite organisation comme nous, on ne peut pas changer la société, mais on peut au moins agir en fonction de ses convictions. Et au moins, dans son parti, dans son organisation, eh bien, instaurer de véritables rapports égalitaires. Et c'est vrai qu'on garde toujours cette préoccupation-là, parce qu'en fait, on sait que, y compris les femmes et les jeunes filles qui rentrent dans toutes les organisations, eh bien, en fait, elles sont marquées par la société, et souvent, elles manquent de confiance en elles. Elles manquent de confiance en elles, eh bien, il faut les encourager, il faut leur donner cette confiance-là. Ouais. Et voilà, ça aussi, c'est quelque chose qu'on a à cœur de faire. Alors, on a Mimi qui a un rebond sur le chat qui peut être intéressant sur cette question-là. Oui, tout à fait. Il y a LexNex56, fier représentant ou représentante NPA sur le chat, qui dit « Dans les années 90, les documents d'époque évoquent des systèmes très directifs sur la vie personnelle et familiale, enfants, famille, etc. Chez Lutte ouvrière. Est-ce que les méthodes ont changé depuis cette période-là ?» Et il demande aussi, est-ce l'homosexualité était aussi regardée avec méfiance comme une déviance bourgeoise ? Quelles évolutions du côté de cette ligne-là ? Mais je sais que c'est un sujet qu'on abordera un peu plus tard, peut-être plus profondément. Mais en tout cas, sur les systèmes très directifs sur la vie personnelle et familiale chez Lutte ouvrière, est-ce que les choses ont changé ? Non, mais déjà, dans les années... dont il est question, les années 90, c'était pas le cas. C'était pas le cas. Et souvent, il y a une confusion entre, l'engagement militant et des choix importants, des choix de vie qu'on peut faire. Et puis, l'idée que tout ça, ça serait imposé par une discipline. Non, tout ça, c'est des engagements choisis. Arlette Laguillet l'a expliqué beaucoup de fois. Elle a expliqué qu'elle avait fait le choix de pas avoir d'enfants. Mais dans notre organisation, on a beaucoup de femmes, beaucoup d'hommes qui ont des enfants. D'ailleurs, enfants maintenant qui parfois militent aussi. Enfin, vous voyez, mais elle, c'était un choix de se consacrer à son combat, au combat de changer la société. Et bon, moi, en tout cas, j'ai ressenti la même envie, la même... Vraiment, moi, ce qui me fait vivre, c'est ça, c'est cette conviction profonde que
c'est possible de faire autre chose de toutes les possibilités qui existent aujourd'hui, d'instaurer une société plus humaine, voilà, plus égalitaire, plus juste. Et c'est vrai que j'ai envie de consacrer ma vie, voilà, et je pourrais pas, vivre sans, en fait. Vivre sans militer, vivre sans essayer de convaincre, sans essayer d'entraîner derrière cette perspective-là. D'accord. Donc, ce sont des choix. Alors, souvent, voilà, Alors, il y a eu une expression très en vogue à l'époque, c'était des moines soldats. Voilà, des moines soldats. Mais moi, je sais qu'il y a des scientifiques, il y a des passionnés de la nature, mais qui consacrent leur vie et qui organisent toute leur vie autour de leur passion, des grands navigateurs, et qui vouent leur vie à tout cela. Et bien, en politique, ça peut exister aussi. Ça peut exister aussi. Alors après, autre grande discussion, c'était lutte ouvrière, ils sont contre le mariage, ils sont pour l'union libre. Oui, c'est vrai, mais alors ça, c'était une grande idée des années justement 60. 70, bah oui, ça, ouais. Et c'était vraiment, écoutez, c'était aussi Brassens, Brassens qui expliquait que il a fait une chanson, c'est la non-demande en mariage. C'est la non-demande en mariage, en expliquant que il ne voulait pas écueiller, je crois, la marguerite dans le pot-au-feu. Et que c'était tous les jours qu'il serait engagé auprès de sa compagne, etc., etc. Bon, voilà, mais c'est plus une vision des rapports humains, de ce que doit être un couple, et c'est une adhésion. C'est vrai que la plupart de nos camarades, ils voient aussi les choses comme ça. Et du coup, l'homosexualité, déviance bourgeoise Mais non. C'est une caricature Oui, c'est une caricature. Ouais. C'est une caricature. Alors, je pense aussi que là-dessus, il y a eu aussi une évolution de toute la société. Je pense, entre les années 60-70, mais oui, bien sûr. Et moi, je ne demande pas aux camarades avec qui je milite leurs orientations sexuelles. Je m'en moque complètement. Mais je crois savoir que tout le monde est représenté. Voilà, tout le monde est représenté. Ne vous inquiétez pas. On va y revenir tout à l'heure. Oui, du coup, c'est vrai que on a regardé un peu sur votre site et votre blog, notamment tout ce qui entoure la question de la lutte des violences sexistes et sexuelles. Ce qu'on a vu, ce qu'on a retenu, c'est l'oppression de la femme prendra fin un jour, mais elle ne pourra être totale qu'avec la disparition de l'exploitation capitaliste, c'est-à-dire l'avènement du socialisme. Alors moi, je me suis posé une question. Vous avez jamais rencontré des socialistes sexistes? Parce que moi, oui. Des socialistes, alors ça dépend ce qu'on entend par socialiste. Je sais pas, des hommes de gauche sexistes. Mais alors nous on se classe pas dans cette catégorie, attention. D'accord. Alors je dis pas que on a toutes les vertus ou je ne sais quoi, mais très clairement. Tout à l'heure déjà vous avez démarré en disant vous êtes à l'extrême gauche et puis après vous nous avez remis dans le paquet avec la gauche. Non, nous clairement on ne fait pas partie de ces politiciens professionnels mais qui ont tout qui ont exactement les mêmes mœurs que tous ceux qui sont bien conservateurs, etc., etc. Donc, c'est pas la question. Et d'ailleurs, là, on ne parle pas des socialistes d'aujourd'hui. Et puis, encore une fois, il faut savoir ce qu'on met derrière le terme socialiste. Alors, moi, pour être clair, je préfère dire communiste. Mais non, ce qu'on veut dire par là, c'est que l'oppression de la femme, elle n'a pas été inventée par le capitalisme. Elle est, charriée depuis des millénaires. Elle a existé en fait dans tous les types de sociétés. Il y a eu un basculement avec la naissance de l'agriculture, la propriété privée des terres, etc. Où là, le ventre de la femme est devenu propriété en fait de l'homme. Il y a eu un basculement à ce niveau-là, à ce moment-là. Et puis depuis, c'est une oppression qui s'est perpétuée. Voilà. Mais ce qu'on voit, c'est que le capitalisme, malgré tout ce qu'on nous dit de son progressisme, de son caractère émancipateur, etc., ce qu'on voit, c'est que cette société capitaliste, elle les perpétue, c'est cette oppression. Elle la perpétue et elle perpétue ses préjugés, en effet. Et en fait, nous, on pense qu'elle la perpétue parce que
son mécanisme profond, c'est un mécanisme d'exploitation. Et donc, on a des rapports de domination et des rapports inégalitaires qui se créent dans cette société. Et évidemment, ça retombe d'abord et avant tout sur les femmes. Donc, en réalité, tant qu'on a, cette espèce de machinerie qui attise à chaque fois les inégalités, les différences. Dans les inégalités, elles sont creusées sur le terrain économique. Économiquement, vous savez comme moi que les salaires elles sont 16 à 17% inférieurs pour les femmes, que ce sont elles qui ont le plus de temps partiel contraint, que ce sont elles qui font les emplois les plus mal payés, les moins qualifiés. Bon, prenez un hôpital, par exemple. C'est assez impressionnant de voir que dans les hôpitaux, tous les métiers les moins qualifiés, c'est 90% de femmes, mais plus vous montez, chef de service, plus ce sont des hommes. Ça, c'est partout. Voyez, mais oui, c'est effectivement, c'est marqué. Vous prenez les grands cuisiniers. C'est quand même dingue, parce que la cuisine, la couture aussi. La cuisine, c'est quand même la couture, c'est quand même le domaine des femmes, n'est-ce pas? Enfin, là où les femmes sont reléguées, et du pouvoir, et bien, et voilà, et nous pensons qu'en effet, tout ça, ça entretient. Ça entretient cette inégalité et donc cette oppression. Et si vous voulez, quand on dit qu'on pense en faisant la révolution et en renversant cette société-là, cette exploitation, en instaurant des rapports égalitaires, eh bien, on fera sauter l'oppression des femmes. On pense que, en tout cas, on enfermera une source importante, une source très importante. On fermera un robinet, en quelque sorte. Alors, je dis pas que... Je pense qu'il faudra que les hommes... il faudra sans doute du temps pour que les hommes se débarrassent de tous les préjugés, de tout ce conditionnement, de tous ces réflexes presque. Mais en tout cas, moi, je vois aucune raison, si on cesse là avec ces rapports de domination pour qu'on puisse... Je ne vois pas pourquoi ça continuerait. Mais du coup, c'est vrai que ce que je disais, c'est que dans votre programme, on a cherché en pratique, par exemple, ce que vous pouviez proposer. Par exemple, vous avez très justement parlé en fait de la classe des femmes qui s'occupent des métiers du care, donc de prendre soin des autres. Donc voilà, elles sont dans les soins aux personnes âgées, dans le ménage, vous l'avez dit aussi à l'hôpital. Qu'est-ce que vous proposez en pratique pour elles? Parce que par exemple... Jean-Luc Mélenchon et M. Roussel aussi proposent 1 milliard d'euros pour éradiquer les violences sexistes et sexuelles. Yannick Jadot, il propose la formation, la capacité à intervenir et le développement des capacités d'hébergement pour les femmes victimes de violences. Et vous, à Lutte ouvrière? Alors d'abord, moi je n'ai pas un programme où je distribue une promesse par-ci, une promesse par-là. Tant pour les jeunes, tant pour les personnes handicapées, tant pour les femmes, etc. Moi, c'est pas comme ça que je conçois ma campagne. D'abord parce que ça serait assez ridicule, puisque j'ai assez peu de chances d'être élue, vous en conviendrez. Donc moi, dans cette campagne, je ne fais pas semblant. Je défends vraiment une politique. Mais c'est clairement on me dit, je défends une politique de lutte. C'est-à-dire que j'insiste pour dire que de toute façon, tout ce qu'on obtiendra, il faudra l'arracher. Et même si on veut 1 milliard pour qu'il y ait des hébergements d'urgence, pour lutter contre les violences qui sont faites aux femmes, ce que je trouverais tout à fait normal et logique, ce milliard-là, il faudra aller l'arracher, il faudra se battre, il faudra qu'il y ait à nouveau des luttes collectives et une pression qui soit exercée d'en bas pour qu'on aille chercher ce milliard ou dans les coffres forts de la bourgeoisie, parce qu'il faut aller chercher l'argent là où il est, de toute façon. Et on n'a pas le choix. Donc, voilà, moi, Mais par contre, dans les objectifs que je mets en avant, mais bien sûr qu'il y a énormément de choses qui changeraient leur vie. Et vous voyez, mais c'est pour moi, clairement, ce sont des objectifs de lutte. Je ne dis pas, comme Jean-Luc Mélenchon nous explique, vous avez le choix, mais si vous votez pour moi, je serai élu et 1 mois après, voilà, ça se passera comme ça, comme ça, comme ça. Non, je ne... Ça, ce sont d'abord... tous ceux qui croient à ce genre de promesses sont toujours très, très, très déçus. Parce qu'en général, aussitôt le candidat élu, eh bien, ses promesses, la plupart, elles vont à la poubelle. Ça, c'est toujours comme ça que ça se fait, parce qu'il y a des obstacles là, qui font que... Bon. Alors moi, clairement, je dis que ce sont des objectifs de lutte. Mais vous savez, parmi ces objectifs de lutte, il y a une mesure que je mets en avant, c'est l'augmentation des salaires, et c'est le SMIC à 2 000 euros. On va en parler. Mais je peux vous dire que ça changerait beaucoup la vie
des femmes des métiers du care, comme vous dites, ça leur changerait la vie. Parce que vous savez, ces femmes, justement, qui sont confrontées à des violences, qui sont confrontées à des difficultés, eh bien, elles ont en plus cet obstacle-là, cet obstacle d'être dépendantes économiquement d'un mari ou d'un père. Et si elles arrivent à conquérir cette indépendance financière, cette possibilité d'avoir un emploi, d'en vivre, etc., et de faire ses choix, là, elle aura davantage d'armes en main pour pouvoir, en effet, se battre, se défendre et se faire respecter, y compris dans sa famille. On va rebondir justement sur cette question de la revalorisation des salaires, notamment la revalorisation du SMIC. Vous voulez passer le SMIC, ça fait partie de la mesure un peu phare que vous défendez, même si, voilà, comme vous disiez... C'est pas que je veux le passer, c'est que je dis il faut que ça soit notre revendication. Voilà, c'est un objectif. Oui, tout à fait. Parler d'objectifs, etc., pour pas avoir une série de promesses que vous pourriez pas honorer finalement. Voilà, justement, cette revalorisation, c'est pour, vous la fixez à 2 000 €, c'est pour monter le niveau par rapport à d'autres candidats de gauche qui sont, par exemple, je vois Philippe Poutou, à 1800, une revalorisation à 1800 €. On a Christiane Taubira ou Jean-Luc Mélenchon qui sont à 1400 €. Voilà, c'est un peu la fourchette haute. Non, c'est pas comme ça que ça s'est passé. C'est pas comme ça que ça s'est passé. Ça s'est passé d'abord en se demandant de quoi avons-nous besoin, combien il nous faut. Voilà, combien il nous faut là aujourd'hui pour pouvoir vivre sans être dans l'angoisse permanente, voilà, sans se dire est-ce que je peux acheter ça, est-ce que je peux acheter ça, et puis qu'est-ce qui va se passer si je tombe malade et que je dois me mettre en arrêt, est-ce que je vais réussir à, etc. Combien il faut. Et en fait, on est arrivé à ce chiffre de 2 000 € net, qui est pas, c'est pas lourd malgré tout, hein, c'est bien un minimum. Et pile au moment où on en était arrivé à cette conclusion, qu'est-ce qui s'est passé ? Le Premier ministre Castex qui arrive en nous expliquant que face à l'inflation et l'augmentation des prix de l'essence, il va donner un chèque énergie de 100 € à tous ceux qui touchent moins de 2 000. On s'est dit, bah là, on est bon, quoi. On est bon. 2 000, c'est donc un seuil qui est même reconnu par le gouvernement, en fait. Seuil en dessous duquel il faut qu'on soit aidé, hein, parce qu'on n'y arrive plus. Voilà. Donc, si vous voulez, nous, en fait, vous voyez notre façon de raisonner. C'est pas le concours, c'est pas le concours du qui dit mieux. Nous, on n'est pas des politiciens, on n'est pas, on ne fait pas, voilà, on n'est pas dans un jeu. Nous, on part des besoins des femmes et des hommes pour vivre décemment, on va dire. On part et on raisonne comme ça. Et moi, j'aimerais que tout le monde raisonne comme ça et qu'on se dise même comment on organise la société pour qu'elle réponde aux besoins de ces hommes et de ces femmes. Comment on l'organise pour qu'on réponde aux besoins des travailleuses et des travailleurs. C'est-à-dire de tous ceux qui portent la société sur leurs épaules. Et moi, il me semble que ça serait une façon... voilà comment on devrait tous raisonner, me semble-t-il. Cette société, aujourd'hui, elle est organisée par une poignée de grands actionnaires qui sont parasites, qui font rien de leurs 10 doigts. C'est eux qui décident de tout, c'est eux qui organisent tout. Bon, mais on va où comme ça ? On va dans une société où il y a des inégalités incroyables, hein, où c'est de la folie. Pendant qu'on impose à des anciens de manger pour 5 € la journée, on va vendre une paire de Nike à 300 000 € dans une vente aux enchères. Enfin bon, on marche sur la tête. La solution, ça peut pas être, par exemple, comme d'autres candidats le proposent, un revenu minimum sans condition. C'est pas quelque chose pour vous qui paraît envisageable ? Moi, je raisonne de façon, simple. Hein. Je pars aussi de cette idée que tout le monde a envie de participer à l'activité, à être utile, etc. Donc pour moi, tout le monde doit avoir un emploi. Tout le monde doit pouvoir gagner sa vie. Tout le monde doit pouvoir prendre part à la société. Et d'ailleurs, on a envie. Vous savez, quand vous écoutez ceux qui sont au chômage, ils expliquent à la fois la grande détresse qu'ils ont sur le plan matériel, mais aussi moralement. Comment ils se sentent complètement marginalisés, mis à l'écart, méprisés. Et donc, voilà, pour nous, il faut que, en fait, on répartisse le travail entre tous, le travail qui existe entre tous, pour qu'il y ait
zéro chômeur. Et en faisant cela, on travaillerait tous, on travaillerait moins. Voilà. Et donc, pour nous, c'est une façon bien plus logique. C'est un rééquilibrage. Une société normalement constituée, je crois, devrait être organisée comme ça. Mais c'est quand même hallucinant. Vous voyez, on est vraiment conditionné parce que vous imaginez quand même qu'il y a aujourd'hui donc 5 700 000 personnes qui sont inscrites à Pôle emploi parce qu'ils cherchent un vrai emploi. Ce sont 5,7 millions de femmes et d'hommes qui ont des compétences, qui ont une intelligence, qui pourraient faire des choses, qui pourraient apporter des richesses, qui pourraient apporter effectivement la richesse humaine, etc. Eh bien, on se prive de ces femmes et de ces hommes. Enfin, il faut vraiment que la société soit détraquée. Vous voyez comment... Dans le chat, on nous dit « Et si on ne veut pas travailler ?» 3 points d'interrogation. Parce qu'en ce moment, il y a aussi ce mouvement, notamment sur les réseaux sociaux, de gens qui disent que voilà, on n'a pas envie nécessairement de travailler, on n'a pas envie de produire plus et de créer cette vague, je ne sais pas si vous avez entendu parler, des bullshit jobs, mais en gros des boulots qui servent à rien. Et en tout cas, dans ma génération, moi, c'est vrai que je vois pas mal de gens qui disent « En fait, le travail, c'est pas le centre de ma vie. » C'est autre chose. Là, on s'éloigne un peu du débat, mais je pense que c'est aussi intéressant d'imaginer peut-être une société où on sera plus nécessairement obligé de travailler de cette manière-là. Alors, moi d'abord, je me demande, je pense que pour se dire que on n'a pas envie de travailler, il y a absolument que ceux qui sont nés avec une cuillère en argent dans la bouche qui peuvent se poser la question comme ça, parce que quand on appartient aux classes populaires, il n'y a pas le choix de toute façon. Il n'y a pas le choix que d'aller bosser. Il n'y a pas le choix. Ou alors, effectivement, on se condamne à la marginalisation et là, on voit très bien que c'est pas vivable, en fait. Donc, non, il n'y a pas le choix. C'est pas... et par ailleurs, la société de demain, dans la société de demain, il faudra se vêtir, il faudra se nourrir. Je pense qu'on continuera de se déplacer. Moi, j'aspire même à une société où on pourrait parcourir le monde, où on pourrait voir du cinéma. Il y aurait forcément des tâches à réaliser, des tâches productives à réaliser, et même des tâches ingrates à réaliser. Moi, j'imagine pas qu'on condamne certaines personnes à réaliser ces tâches ingrates pendant que les autres les regardent faire les pieds en éventail. Même ces tâches-là, toutes les tâches, en fait, il faudrait les répartir entre tous. Mais moi, je suis pas pour produire. C'est pas ça que je suis en train de dire. Je suis en train de dire qu'il faut répartir le travail qui existe entre tous. Et ainsi, au lieu de travailler 35 heures par semaine, je sais pas, on travaillerait quoi? Peut-être 15 heures? 15 heures par semaine, tous, mais tous. Et je peux vous dire que, vous savez, rien que ça, moi, ça me fait rêver. Moi, ça me fait rêver parce que je suis sûre que ça transformerait complètement les rapports humains. Le travail, en plus, le travail changerait. Ne serait pas ce qu'il est pour beaucoup, beaucoup de femmes et d'hommes aujourd'hui. C'est-à-dire un enfer. Un enfer parce que c'est des horaires de travail délirants, c'est une décadence, c'est une pression au travail. Les gens, ils n'ont plus le temps de parler entre eux au travail. Et puis c'est le chiffre. Alors la personne qui a dit, si on ne veut pas travailler, dire 15 heures, ça me va. Ah, voilà. Voilà, vous avez convaincu quelqu'un. Mais quand on... Oui, 15 heures, mais vous savez, on parlait des années 70 tout à l'heure. Eh bien, après 70, il y avait eu un comité de statisticiens et puis c'était des syndicalistes aussi qui s'étaient mis avec eux. Et ils avaient essayé de refaire la société dans leur tête, de faire les calculs en disant si on se répartissait tous le travail, si ceux qui sont au chômage, on leur faisait une place, si on enlevait tous les doublons, si on enlevait tout le gaspillage, le gâchis qu'il y a dans la société, parce qu'il y en a aussi, et ça c'est de la folie du système capitaliste, eh bien, ils ont fait les calculs. Ils sont arrivés à ce chiffre de travailler 2 heures par jour. Travailler 2 heures par jour. Ça, c'était en 70, vous voyez. Et ça fait un bouquin. C'est un bouquin. Vous pouvez le trouver dans les étals des bouquinistes. Ça s'appelle « Travailler 2 heures par jour ». Voilà, travailler. Moi, ça me fait rêver, ça. Ça me fait rêver. Mais vous voyez, je rêve. Mais moi, justement, tout mon combat, c'est que il se base sur la conviction que c'est pas un rêve. C'est que la société, elle en a les possibilités de fonctionner comme ça. Et vous imaginez, ça change. Moi, je suis sûre que ça changerait l'homme.
Parce que le temps libéré, on le mettrait à quoi? On le mettrait à pratiquer les arts, à peut-être faire du sport, à passer du temps à se connaître, à communiquer. Et puis on verrait plus les autres comme des concurrents, comme des adversaires, comme des gens qui prennent notre place, qui prennent notre logement, qui prennent... Enfin, une société où on répartirait le travail et où les richesses seraient accessibles à tous... eh bien oui, ça changerait complètement les rapports humains. Et y compris, vous savez, parce qu'on parlait des violences faites aux femmes, mais je pense aussi qu'elles sont issues tout un tas de frustrations, c'est aussi la violence emmagasinée de la société qui s'exprime au travers de ces comportements particulièrement dramatiques. Hein. Donc, moi, mon espoir, c'est ça. D'accord. Je pense qu'on va pouvoir avancer et enchaîner un petit peu sur la situation des milieux ouvriers, parce que c'est quand même pour vous, un des points très importants de votre programme et je pense de votre combat. C'est la classe des travailleurs, la classe des travailleurs et des ouvriers. Mais c'est pas que les ouvriers. Hein. Alors, les ouvriers, moi, je tiens à en parler absolument parce que tout le monde nous fait croire qu'ils n'existent plus. Alors, voilà, c'est quand même... incroyable, parce qu'ils voient même plus ceux qui sont servis tous les jours là et tout leur tombe tout cru, ils voient même plus qu'il y a une armée de gens qui travaillent pour eux. Je pense que les fermetures d'usines qui ont été hyper médiatisées, je pense que dans l'imaginaire collectif des gens se disaient les ouvriers du coup ils sont plus là, ils sont dans d'autres pays quoi. Oui, alors sauf que quand vous êtes gardien, quand vous êtes surveillant, quand vous êtes technicien de surface, quand vous êtes cuisinier, vous êtes quoi? Quand vous travaillez dans l'agroalimentaire, dans le bâtiment, parce que le bâtiment, il n'a pas été délocalisé. Regardez les ouvriers qui travaillent dur sur les infrastructures. Mais c'est l'ensemble du monde du travail, des ouvriers jusqu'aux techniciens et même jusqu'aux ingénieurs. Nous, on pense qu'en fait, c'est l'ensemble du monde du travail qui doit réaliser les intérêts qu'il a en commun. Et puis qu'on est tous confrontés à la même exploitation. Et on est tous soumis à ceux qui, au bout du compte, prennent les décisions, c'est-à-dire la grande bourgeoisie, au prétexte que c'est elle qui a apporté les capitaux. Mais voilà, moi, c'était ça, en fait. C'était là où je voulais en venir. Est-ce que dans cet imaginaire de l'ouvrier qui est une personne blanche, qui est en CDI dans une usine, est-ce que ça n'a pas été remplacé justement par le livreur Deliveroo ou le chauffeur Uber qui est en auto-entrepreneuriat, qui est souvent une personne racisée aussi, on les voit dans la rue, les personnes qui nettoient, comme vous disiez, les techniciens de surface, tout ça. Et en fait, je pose cette question parce que je me dis, c'est aussi des populations qui sont souvent abstentionnistes. Et est-ce que l'intérêt de lutte ouvrière, c'est justement pas d'aller chercher aussi ces personnes-là? D'abord, l'ouvrier blanc, non, l'ouvrier blanc. Je suis désolée, moi, en tant que personne racisée, c'est vrai que l'image, et les personnes que je connais aussi, on a toutes un peu cette image de, en fait, lutte ouvrière, c'est les années 70, les années 80. Mais les années 70 et les années 80, c'est avec Billancourt. Des personnes qui nous ressemblent pas. C'est Billancourt. Billancourt est composé d'abord et avant tout d'ouvriers marocains, algériens, tunisiens, les mineurs de Lorraine, dans le bassin stéphanois, ceux qui ont construit les barrages, ce sont des travailleurs qui viennent des quatre coins du monde déjà. Alors, de Pologne, vous pouvez dire, ils sont blancs. D'Italie, ils sont blancs, c'est vrai, mais il y a beaucoup de travailleurs qui viennent du Maghreb, de travailleurs qui viennent du Maghreb, déjà dans les années 40, déjà dans les années 40. Pourquoi c'est pas l'image qu'on a du parti? Mais parce que c'est pas l'image que vous avez. Mais la réalité, c'est que regardez les grèves en 68, regardez les photos, regardez les grèves, écoutez les témoignages. Pourquoi vous savez, lutte ouvrière, c'est beaucoup développé aussi justement au moment de la guerre d'Algérie, parce que pendant cette guerre d'Algérie, il y avait aussi beaucoup de travailleurs blancs et racisés, comme vous dites, qui étaient révoltés
par la colonisation et qui pensaient que la France menait une sale guerre qu'il fallait absolument combattre. Donc, non, ça c'est une caricature, si vous voulez. Ou alors c'est vos schémas que vous avez. Mais la classe ouvrière, ce n'est pas ça. La classe ouvrière, depuis fort longtemps, elle est mélangée. Et je peux vous dire que dans les syndicats, dans les organisations politiques... C'était ma question, ouais. Mais même au Parti communiste et à Lutte ouvrière, bien sûr qu'il y a des femmes et des hommes qui représentent toutes ces origines. Et c'est bien sûr aussi notre volonté. Alors, nous, on voudrait être plus gros. On voudrait être plus important, être plus implanté dans toutes les usines, bien sûr, et y compris auprès de ces jeunes ouvriers qui viennent... d'arriver depuis 3, 4, 5 ans en France, qu'on considérait comme migrants il y a pas si longtemps que ça, et qui sont par exemple qui travaillent beaucoup dans les abattoirs. Alors dans les abattoirs, je peux vous dire qu'il y a énormément de jeunes d'Afrique subsaharienne par exemple. Donc, on aimerait, oui, être implanté bien plus, etc. Bon, mais en ce moment, étant donné qu'il n'y a pas énormément de lutte, c'est aussi pour ça, en fait, parce que vous faites cette image-là, parce que vous vous référez à des images, etc. Mais les travailleurs, quand ils se battent, prenez les grèves qu'il y a eu sur de la RATP, de la SNCF de 2019. Là, on avait, oui, le visage du monde du travail et avec toutes ces facettes, avec tous ces visages, justement, et toute cette diversité. Donc, en tout cas, c'est ça. Et nous, notre combat, Lutte ouvrière, c'est précisément ça. C'est précisément de défendre une politique permettant aux femmes et aux hommes de s'unifier par-dessus leurs différences, par-dessus leurs désaccords aussi peut-être individuels ou liés à leur histoire, mais s'unifier dans le combat qu'ils ont à mener, parce qu'il faut qu'ils se battent ensemble contre l'exploitation, contre les bas salaires, contre le recul de leurs droits. C'est une nécessité, parce que le monde du travail, sa force, elle est collective. Elle est collective. Donc, clairement, nous, on ne veut pas zoomer sur chaque... particularité, chaque oppression spécifique, etc. On veut dire que, oui, il y a tout ça dans cette société, c'est vrai. Mais il faut absolument qu'on ait conscience qu'on doit se constituer en un seul camp, on doit faire bloc. Et c'est comme ça, effectivement, qu'on fera tous avancer nos intérêts. Et en même temps, en faisant avancer nos intérêts, il y aura des préjugés, il y aura des toiles d'araignée qui tomberont. Voilà, c'est comme ça que ça s'est passé dans l'histoire et que ça se reproduira. Et juste une petite correction sur ce que vous avez dit. Vous disiez, voilà, ils s'abstiennent. La plupart, ils s'abstiennent pas, ils n'ont pas le droit de vote. Après, moi, je parle aussi des personnes de mon âge ou plus jeunes qui sont de génération suivante, pour le coup. Mais alors, vous voyez, voilà. En l'occurrence, Lutte ouvrière, dans cette élection, on a aussi cette particularité de dire que c'est scandaleux, que les étrangers n'aient pas le droit de vote est un scandale. Et nous pensons qu'il faut que les travailleuses et les travailleurs étrangers aient le droit de vote. Ça faisait partie des programmes de tous les partis politiques de gauche, y compris de Hollande, etc. Ils ne l'ont jamais réalisé. Et moi, voilà, ça fait partie aussi des trahisons que je tiens à dénoncer. Et moi, je trouve, vous avez le droit de vote, peut-être, mais je ne sais pas ce qu'il en est de vos grands-parents. Je ne sais pas. Ils n'étaient pas en France. Ils n'étaient pas en France, ok. Donc, mais vous savez, vous avez encore énormément de gens qui sont là depuis 20 ans, depuis 30 ans, qui n'ont pas le droit de vote. Et qui ont travaillé 20 ans, 30 ans ici, et qui payent des impôts. Bien sûr. Ce que Mélanie mentionnait aussi, c'était ces travailleurs qui sont peut-être aussi, que Lutte ouvrière touche peut-être moins. Voilà, tu mentionnais effectivement les livreurs, les chauffeurs Uber, etc. Qui sont très précarisés. Qui sont des travailleurs précaires, qui sont poussés à l'auto-entrepreneuriat. Justement, Lutte ouvrière, comment vous faites pour les toucher aussi ? C'est des travailleurs, eux aussi. Bien sûr, écoutez, on leur parle et on défend une politique aussi qui correspond à leurs intérêts. Bien sûr, on fait partie de ceux d'ailleurs qui n'arrêtons pas de dénoncer que c'est un grand, une grande escroquerie. Tous ces nouveaux labels auto-entrepreneurs. Voilà, t'es indépendant. Tu parles indépendant de quoi ? En réalité, t'es
complètement enchaînés. Ils sont enchaînés à leurs applications, ils sont enchaînés à leur Uber, ils sont enchaînés exactement comme les salariés. Et vous aurez remarqué d'ailleurs qu'un certain nombre se sont déjà organisés, constituant syndicats, pour à la fois requalifier leur contrat en contrat de travail, et puis en fait pour se battre, mais alors vraiment comme des travailleurs, avec les vrais outils, avec les seuls outils en fait que les travailleurs ont. C'est-à-dire, on doit se rassembler collectivement, quelle que soit son origine, sa nationalité, sa religion, on doit se rassembler et c'est avec cette force-là qu'on peut espérer en effet se faire respecter. Voilà. Alors, vous voyez, moi, je sais pas, je pourrais pas vous dire si lutte ouvrière les touche, mais en tout cas, nos idées, force est de constater qu'ils les mettent en vigueur, ils les mettent en application. On a une réaction du chat, Mimi, si tu veux nous la dire. Oui, tout à fait. On a plein de réactions sur le chat, plein de gens très contents. Donc déjà, on est ravis. Et on a Strega31 qui est venu grâce à Street Press et David Dufresne qui dit qu'elle est heureuse d'entendre la voix d'une candidate invisible ailleurs. Donc bienvenue Strega. Et pour faire écho à ce que vous disiez, elle dit « Le souci est que la classe ouvrière n'est plus conscientisée sur la notion de lutte des classes et se retrouve isolée. » Et je pense que c'est une idée qu'on entend beaucoup quand on parle de pourquoi c'est si compliqué aussi pour la gauche en cette élection comme de précédentes élections, c'est cette idée de il n'y a plus de conscience de classe et du coup, on n'a plus une solidarité entre les ouvriers et les ouvrières. Est-ce que c'est quelque chose qui résonne chez vous ? Oui, c'est vrai, mais j'ai envie de rajouter que c'est la gauche qui l'a précisément démoli, cette conscience de classe. C'est la gauche qui a fait croire que finalement les intérêts dans cette société entre les travailleurs et le patronat, le grand patronat, étaient conciliables et puis qu'on allait s'arranger, qu'on allait se mettre autour d'une table et puis que tout allait bien se passer. Et qu'on se quitterait bons amis, etc. Et que donc ils allaient s'en occuper, il suffisait de voter pour eux. Et il n'y avait plus besoin de se battre, etc. Donc c'est à chaque fois la même grande illusion, j'ai envie de dire, la même grande illusion des élections. Et des partis de militants, comme le Parti communiste, des partis composés de militants, eh bien, ils se sont, ils sont allés gouverner, et puis ils ont marché sur tous leurs principes et ils ont abandonné toutes leurs valeurs, etc. Donc, au pouvoir, on a retrouvé des gouvernements de gauche qui sont conduits comme des gouvernements de droite, en faisant reculer l'âge de la retraite, en supprimant des lits dans les hôpitaux, en laissant les entreprises fermées, etc., etc. Voilà. Et quand j'entends Jean-Luc Mélenchon dire « Votez pour moi, je vais faire ci, je vais faire ça », Jean-Luc Mélenchon, il y a une chose qu'il ne dit pas. Ce qu'il ne dit pas, c'est que le lendemain de l'élection, on retournera au boulot, on sera confronté à son patron, à son chef, à la même loi du profit. On sera confronté à une classe sociale, tout un système. Et que ce système-là, en fait, pour s'en défendre et pour sauvegarder nos conditions de travail, nos conditions de vie, il faudra se battre. Ça, c'est la conscience de classe. Alors, voilà, que ce soit Mélenchon, que ce soit Fabien Roussel, où ça fait fort longtemps que cette conscience de classe, ils la font disparaître derrière leur « moi, je saurais mieux faire que Macron ou que Sarkozy ». Voilà. Ils font croire en plus que le pouvoir, il est à l'Élysée, alors que le pouvoir, il est dans les conseils d'administration des multinationales, que le pouvoir, il est tenu en main par les Geoffroy Roux de Bézieux, par ce grand patronat. Donc tout ça, voilà. Ils ont une grande responsabilité, encore une fois, dans le recul de cette conscience de classe. Mais nous pensons, de toute façon, c'est pas un problème de... comment dire ? C'est la réalité. La lutte de classe est une réalité. Donc, de toute façon, forcément, cette réalité va tôt ou tard réveiller la conscience de classe. Ouais. Parce que, voilà, quand on se retrouve dans des entreprises avec des profits qui ont flambé, multipliés par 3, multipliés par 4, des dividendes, et puis qu'on se retrouve où le patron nous explique « Ah ben non, je peux pas augmenter les salaires, je peux pas embaucher », je peux vous dire qu'il y a un moment où la moutarde, elle monte au nez des travailleurs. On va devoir avancer. On va faire une petite pause assez rapide et on va recevoir Mathieu Mollard de Street Press, le rédacteur en chef, qui va venir nous montrer une image d'archives. Ok.
C'était la pause la plus courte de Twitch. Du coup, on est avec Mathieu Mollard, rédacteur en chef de Street Press, qui va un peu nous parler aussi de cette élection vue par l'œil de Street Press, du coup. Tout à fait. Et bonjour à tous, même si on s'est vu à côté, on fait semblant, on se dit bonjour en studio. Avant ma première question, je propose qu'on lance une petite vidéo d'actualité. Salut à tous, je m'appelle Awa et aujourd'hui on est devant le Sénat. Donc, comme vous le savez, il y a quelques jours ils ont voté un amendement pour interdire le voile dans le domaine sportif, et ce qui n'est pas normal. Venu montrer notre mécontentement, on va organiser un petit match à l'intérieur. On jouera, même si l'État ne veut pas, nous on jouera. Pour les femmes et la retraite, et pour voir nous comme meilleurs. Même si l'État ne veut pas, nous on jouera. On jouera. Les hijabes. Et pour un football meilleur, même si l'État ne veut pas, nous on jouera. Nous, femmes musulmanes portant le voile, avons été sciemment exclus du décor. Nous voulons jouer librement, sans avoir peur de ne pas être à notre place. Nous voulons être libres, alors laissez-nous jouer. Donc, on l'a vu dans cet extrait vidéo, c'est des jeunes femmes qui manifestent devant l'Assemblée nationale parce qu'est discuté à l'Assemblée un amendement qui vise à interdire le port du foulard, du hijab, pendant les matchs de foot. Vous êtes pour ou contre cet amendement ? Alors bon, moi je vois que c'est l'objet de toute une polémique. C'est l'objet d'une toute une polémique, que l'extrême droite s'en est emparée, etc., etc. Bon, ben moi, ça, c'est le genre de choses, vous voyez, que je supporte plus dans cette campagne, en fait. Voilà, parce que la campagne, elle a démarré sur l'affaire des prénoms avec Zemmour. Donc, ça a continué avec l'histoire du drapeau accroché à l'Arc de Triomphe. Donc là, c'était déjà la grande diversion. Du grand remplacement à la grande diversion. Après, on a eu Macron, la grande diversion, c'était les non-vaccinés. Alors, on va de diversion en diversion. Moi, j'ai pas envie du tout de me positionner sur ce genre de polémique. Mais c'est un sujet. Moi, je veux au-delà. Mais des sujets qui existent. Des sujets qui existent et des gens qui se battent sur la base de leur intérêts particuliers, de leurs envies particulières, etc. C'est long comme le bras. Alors justement, moi j'ai envie, de mener une campagne pour dire qu'il y a des intérêts collectifs vitaux dans cette société qu'on laisse de côté. Personne n'en parle. On se fait humilier, on se fait mépriser, on se fait exploiter, on est précarisé au boulot, on a le droit de rien dire. Et là-dessus, on n'en parle pas, on n'en fait pas un combat. Donc on considère ça normal. Dans ces jeunes femmes qui essayent de jouer et qui se sentent pour le coup aussi humiliées. Moi, je me reconnais dans le combat de toutes les femmes et les hommes qui galèrent pour trouver un boulot, qui galèrent pour se faire payer leurs heures de travail, qui galèrent dans les transports en commun. Et ça, c'est le problème de millions de femmes et d'hommes. Et moi, je pense qu'on doit partir des besoins, des intérêts vitaux qui nous unissent pour dire, il faut qu'on prenne ça à bras le corps et qu'on change la société. Voilà, mais pas qu'on aille chercher sur les terrains particuliers qui mobilisent certaines catégories, qui en plus divisent le reste. Voilà, donc... Très bien, vous ne voulez pas vous positionner sur cette question en particulier, je l'entends. Je vais prendre le problème dans un sens plus large, plus collectif, dans un sens de société, et en vous demandant quelle est votre définition, votre vision, puisque c'est la question de la laïcité en France. Comment doit-elle être incarnée ? Et vous en parlez sur votre site, donc j'imagine que vous avez un avis sur le sujet. Mais moi, je pense que là, ça fait déjà... Vous savez, la crise économique, elle a malheureusement, créé aussi tout un recul moral, un recul politique, et elle a fait, elle donne du grain à moudre à l'extrême droite. Voilà, à l'extrême droite, énormément de gens qui sont en galère cherchent des boucs émissaires.
au lieu de trouver la force justement de se battre et d'aller demander des comptes aux véritables responsables, eh bien, ils cherchent des boucs émissaires. Et ça, c'est du pain béni à l'extrême droite. Et cette extrême droite-là, effectivement, elle utilise la laïcité. Elle utilise la laïcité comme un cheval de Troie pour finalement distiller son poison. Votre vision de la laïcité. Ah, mamie. Donc, moi, je pense qu'aujourd'hui, la laïcité, elle est instrumentalisée pour cacher, effectivement, l'islamophobie de certains, pour cacher. Voilà. Ça, donc, on est d'accord. Voilà. Ça, oui, ça, donc, moi, oui, mais c'est ça. Et vous, c'est quoi votre définition? C'est ça l'essentiel. C'est ça le problème essentiel de la laïcité aujourd'hui. Enfin, c'est qu'aujourd'hui, c'est utilisé. C'est utilisé pour diviser les gens. Sinon, la notion de laïcité, moi, il y a un truc qui me choque un peu, c'est que j'ai l'impression qu'on vous a montré une vidéo avec des jeunes femmes qui quand même se battent pour un droit. Et en fait, j'ai l'impression que elles sont dépersonnalisées dans votre réponse. Vous dites non, mais ça, c'est une diversion, ça, c'est pas intéressant. Moi, je vois des personnes, en fait, je vois pas nécessairement une polémique. Je vois des personnes qui disent, en fait, on veut faire ça et la société nous le refuse parce qu'on porte le voile. Alors, ok, on peut ne pas être d'accord avec le port du voile, c'est une opinion, mais le port du voile, il existe en France. Donc, qu'est-ce qu'on fait? Est-ce qu'on interdit aux femmes qui le portent de faire des activités? Moi, je suis pas pour l'interdiction, mais encore une fois, moi, vous voyez, je fais une campagne où je mets en avant une certaine politique. Et justement, j'ai envie de mettre en avant une conscience de classe. Et j'ai envie que tout le monde s'interroge et se dise finalement qu'est-ce qui va nous unifier, qu'est-ce qui va faire qu'on va réussir à faire bloc. C'est quoi? C'est de se battre sur ce qui fait une de mes particularités, ce qui fait ma différence, ou est-ce que c'est de se battre sur justement ce qui va faire ciment avec tous ceux qui souffrent comme moi en appartenant au monde du travail, en étant exploités. Donc voilà, moi c'est une politique que j'ai par rapport à ça. On partage tous cette si on partageait moi, tous, je suis tout à fait d'accord dans le sens où non, en fait, on le partage pas tous parce que c'est vraiment les constat. différences doivent s'effacer. Moi, je suis pas tout à fait d'accord. Par exemple, si une personne, je vais prendre un exemple, mais si une personne est handicapée et peut pas passer à travers une porte et je suis obligée de l'aider, je vais pas lui dire écoute, on fond nos différences. Regarde, moi je le fais et tu fais pareil. Non, en fait, je pense qu'il faut adapter. Cette lutte des classes sur laquelle on doit essayer de se rejoindre. Il faut qu'elle prenne en compte les différences de tous. Je n'ai pas dit qu'il y avait pas de différence et que tu fais pareil. C'est pas ça que je dis. Je dis que moi, ma politique, c'est pas de mener des combats sur le terrain des libertés, de ma liberté de faire ci, ma liberté de faire ça. Ma politique, c'est encore une fois d'unifier le monde du travail derrière des intérêts qui sont communs. Après, il y a des différences, bien sûr. Il y a des choix individuels, il y a des parcours de vie, il y a des croyances, il y a mais un tas de choses qui vont nous différencier. Mais justement, soit on se base sur ces différences-là, soit on se bat au contraire avec cette idée que on doit créer un camp qui doit faire bloc. Sans quoi, on restera une poussière de gens, qui... Pourquoi vous ne donnez pas juste une définition de votre laïcité? En plus, c'est même pas une question, il y a une bonne ou une mauvaise réponse. Parce que moi, je vais vous dire, moi j'ai des intérêts dans aucune religion, je suis athée. Oui. Voilà. C'est pas la question, vous êtes une candidate politique. Moi, la laïcité, ce que je vois aujourd'hui, c'est qu'elle est utilisée politiquement. Voilà. Alors, la laïcité, que chacun... Moi, je pense que la religion, c'est une affaire privée. Voilà, c'est une affaire privée et que je suis contre les persécutions religieuses. Voilà tout ce que je peux vous dire sur comment j'imagine qu'on pourrait articuler. Mais est-ce que voilà, les gens qui croient, ceux qui ne croient pas. Bon, maintenant, moi, je me reconnais pas dans la laïcité de Blanquer. Je me reconnais pas. Parce que aujourd'hui, comme l'extrême droite, ils utilisent ça, en réalité, pour cacher leur... Et vous nous dites pas si, par exemple, les signes ostentatoires doivent rester complètement dans le cadre privé, ou alors quelqu'un qui, s'il n'est pas fonctionnaire, parce que la loi c'est ça aujourd'hui, c'est tant qu'on n'est pas fonctionnaire, représentant de l'État, on peut arborer dans la rue ou dans les espaces publics des signes religieux. D'ailleurs, dans le cas moi, je vais vous dire que je m'en moque, mais bien sûr qu'ils peuvent faire ce qu'ils veulent et ils peuvent arborer. Mais bien sûr, hein. Mais je m'en fous. D'accord, dites-le. C'est une réponse du coup. C'est un gros problème pour vous, mais moi je vous le dis.
Voilà, c'est un gros problème. Moi, mais justement, parce que moi, c'est pas. Femmes, vous êtes d'accord avec elle finalement? Non, je suis pas d'accord avec elle. Je suis pas d'accord. Alors. Mais je pense que elles ont fait leur choix. Elles font leur choix. Moi, je suis pas pour leur interdire. Mais c'est pas mon terrain, c'est pas mon combat. C'est pas. Oui, voilà, vous les soutenez pas, mais vous êtes pour que chacun fasse ce qu'il veut. Et moi, ce que j'ai envie de leur dire, c'est que oui. Vous pouvez jouer au foot voilé. Le problème, c'est que demain, vos gosses, peut-être, ils iront à l'école, ils n'auront pas de prof, pas de remplaçant. Ou demain, vous aurez du mal à trouver du boulot. Demain, et là-dessus, il va peut-être falloir se battre. Mais elle peut peut-être se battre faire sur les les deux. deux. Moi, je ne le vois pas, ça. Justement, ce que je vois, c'est qu'on est en fait, on est les seuls à lutte ouvrière à dire on doit se battre là-dessus. J'ai l'impression que tout le monde a démissionné sur le principal. Le principal, c'est de se faire respecter en tant que travailleur, d'affirmer cette idée toute simple que nous, on crée toutes les richesses et qu'on doit pouvoir en profiter quand même. Mince alors. Et là-dessus, on démissionne. Tout le monde a démissionné parce qu'on leur laisse un boulevard, on laisse les profits faire, on laisse les grandes fortunes, etc., etc. Et puis on se regarde, on se recroqueville sur des voilà, sur des pas combats. Ça. Après, on fait une longue émission. Moi, ce que j'ai envie de leur dire, c'est ça voilà, à ces jeunes filles. Attention, demain, c'est le boulot qui manque. Demain, c'est le salaire qui manque. Et qu'est-ce qu'on fait par rapport à ça? Comment on s'organise? Donc moi, c'est ça. J'ai envie dans cette campagne de m'adresser comme ça à elle. Sur le boulot, beaucoup de jeunes femmes, ou pas seulement des jeunes d'ailleurs, de femmes qui portent le voile, ont énormément de difficultés à accéder à l'emploi. En France, les entreprises qui embauchent des femmes voilées sont très très peu nombreuses. Est-ce que c'est une discrimination pour vous, ou la solution, c'est que on interdise le voile dans le monde de l'entreprise? D'abord, je voudrais remarquer quand même que, moi, je le redis, moi je suis pas pour l'interdiction. Vous l'avez pas compris, mais je le redis. C'est bien, il faut le dire. Je suis d'accord, j'ai entendu, vous avez raison. Et par ailleurs, dans les entreprises, il y a un seul maître. C'est le patron. Je suis désolée de vous le dire, mais il y a un seul maître. Et donc, il décide. Et oui, il y a de la discrimination. Et il y a en plus il y a de l'exploitation. Et il y a de l'exploitation. Parce que la première quand même des oppressions, c'est ça. C'est l'exploitation. Et en fait, quand vous allez travailler, vous avez ce fameux contrat de travail, là, où vous avez ce lien de subordination, où vous allez bosser à l'heure qu'on vous dit, vous allez faire le boulot comme on vous le dit, et surtout, tu fermes ta bouche parce que c'est comme ça. Voilà. Et si tu n'obéis pas, et attention, parce que tu seras mis à pied ou je ne sais trop quoi. C'est ça, la vie dans une entreprise. C'est la dictature patronale. C'est comme ça. C'est comme ça. Alors, il y a plein de conséquences. On peut pas déployer tout son être, s'épanouir dans ces circonstances-là. Ah, ça, c'est sûr. Et je peux vous dire que, il y a plein de... Dans une entreprise, souvent, y compris, c'est là, c'est dans le travail qu'on perd aussi sa santé. Est-ce que dans la société que vous ambitionnez, que vous espérez, pour laquelle vous vous battez, les femmes qui le souhaitent pourront aller au travail en portant un voile, chacun pourra faire ce qu'il veut. Mais bien sûr, ce sera une société libre. Et j'ose croire d'ailleurs que dans cette société-là, justement, un certain nombre de croyances, de superstitions aussi, disparaîtront. Voilà, de croyances et de superstitions disparaîtront. Et en particulier, cette volonté de dire, je porte un voile quand je suis une femme, moi j'espère que ça disparaîtra. J'espère que ça disparaîtra. Parce que vous pouvez... Je ne sais pas comment vous pouvez voir... Je ne sais pas comment vous voyez les choses, mais en tout cas, pour moi, c'est quand même un signe qu'on ne met pas la femme au même niveau qu'un homme et qu'on attribue un certain nombre d'obligations à la femme qu'on n'attribue pas à un homme. Donc pour moi, c'est un signe d'inégalité de toute façon. Je ne mets pas à leur place pour choisir ça. Après, voilà, ça c'est une position très... au final très française, parce que sur le voile, voilà, c'est un vêtement, mais il y a d'autres vêtements que les hommes portent pas et que les femmes portent et qui sont aussi des symboles. Et voilà. Enfin, à la différence, à la différence que moi j'ai quand même
beaucoup de mal, quand on me parle de voile, à ne pas penser que dans beaucoup de pays, c'est un instrument d'oppression terrible. On parle de la France. Terrible. Oui, mais moi, je ne peux pas me séparer et je ne peux pas... vous savez, moi, je connais aussi des élèves à qui on force le port du voile. Aussi. Alors, mais est-ce que parce qu'on force certaines personnes, ça veut dire qu'il faut qu'on force c'est quand même un problème. C'est quand même un problème. ouais. Et il n'y a pas de manifestation dans ce sens-là, vous voyez. Alors, bon, moi, tout ça, je l'ai en tête aussi. En fait, moi, ce qui me gêne, c'est arriver et il n'y a pas de manifestation. Ce réflexe de dire... Il n'y a plus de manifestation. Je sais mieux que vous ce que vous devez faire et regarder dans d'autres pays. Je pense qu'elles en sont conscientes, en fait. Non, et c'est votre interprétation. Et du coup, moi, je trouve que c'est un peu paternaliste, quoi. Ce côté, on sait mieux que vous, regardez, le voile, ça a servi les femmes, c'est pas bien. En fait, je pense qu'elles en sont conscientes, elles sont pas idiotes. Et je pense qu'il y a effectivement des femmes à qui on force le port du voile, mais il y a aussi des femmes qui se reconnaissent et qui ont envie de porter le voile. Et moi, je pense que le vrai problème, c'est, au final, on parle beaucoup d'impérialisme, mais en fait, c'est aussi, ça découle aussi de reste de l'empire colonial, qui était de nous, on sait mieux que vous ce qu'il faut faire pour vous libérer. Et moi, c'est avec ça que j'ai un problème. En vrai, je pense qu'on est assez d'accord sur le fait que dans un monde idéal, chacun ferait ce qu'il voudrait. On n'est pas d'accord. Mais moi, je ne dis pas, je sais mieux que vous. Je vous dis, moi, j'ai une politique. Je propose, moi, stratégie. Je propose une politique. Je propose une stratégie. Je pense qu'il faut qu'on change cette société et qu'il y a un bout par lequel on doit faire ce changement. Ce changement, il sera fait à partir des entreprises, il sera fait à partir de ceux qui portent la société sur leurs épaules. Si il s'érige en classe dirigeante, finalement. Donc moi, c'est ça. Et moi, toute ma politique, c'est ça. Et moi, ce que j'essaye de faire et ce que j'essaye de construire, c'est un parti qui organise des femmes et des hommes qui soient conscients de ça, d'aller dans ce sens-là. Après, je ne dis pas fais comme moi ou je ne sais trop quoi. Voilà, j'essaye de convaincre. Je défends une politique. On est un peu... il nous reste pas énormément de temps. Du coup... Je m'en vais, je repars. Voilà, Mathieu. J'ai débarqué, je suis sorti de ma boîte comme un diablotin et je repars. Je pense que Maëlle va poser la dernière question et puis après on va pouvoir enchaîner. Merci. Merci Mathieu. Merci, on fait une mini-pause, c'est ça ? Hello. Petit cafouillage avec un faux écran de pause, il fallait que ça arrive quand même, c'est sur Twitch. Madame Artaud, on a une question qui je pense est très généraliste et parle malheureusement à beaucoup de gens, notamment de gauche pour cette élection. On a Neoxus qui demande « Bonjour Madame Artaud, que répondriez-vous à quelqu'un comme moi qui suis plutôt en accord avec certaines de vos idées et celles du NPA, mais qui est tenté par le vote utile, le fameux vote utile ?» Et la personne ajoute « Merci à Mademoiselle de nous permettre d'entendre des candidates en prime time. » De rien, ça fait plaisir. Donc, sur le vote utile, vote utile, ça veut dire quoi pour lui ? Ça veut dire voter Mélenchon, c'est ça ? Je pense que oui. Si c'est une personne qui veut voter à gauche, à mon avis, je sais pas. Voilà, la personne étant attirée par vos idées et celle du NPA, je suis pas sûre qu'elle vote Zemmour ou Pécresse, mais je comprends ce truc de, on est tenté par un projet de société radicalement différent et en même temps on se dit que il faut voter utile pour empêcher un projet de société pire de passer. Donc comment réconcilier parfois ses convictions et la réalité d'un vote où on se dit qu'on part peut-être perdant et en même temps. Est-ce qu'on va passer notre vie à voter pour des gens qui partagent pas vraiment nos valeurs juste pour voter utile ? C'est ça le problème. C'est qu'on passe notre vie à voter pour des gens qui ne partagent pas les objectifs et du coup, on construit pas. En fait, on construit pas. Et on est toujours finalement piégé par un système où on est censé sélectionner le moins pire et on s'interdit de défendre sa politique et donc de rassembler autour de sa politique, de bagarrer pour réunir les gens derrière cette politique. Si on est convaincu que les choses changeront quand des millions de femmes et d'hommes se battront avec la conscience que c'est à eux-mêmes de prendre le pouvoir, de prendre les rênes des entreprises, eh bien, il faut qu'on construise un parti de femmes et d'hommes convaincus de cela, qui puissent intervenir dans les mobilisations dans cette direction, qui puissent préparer les consciences, qui puissent et encore une fois, ça sera utile pour l'avenir, utile pour les luttes, utile pour construire. Donc, la vie politique ne se réduit pas à ces échéances électorales. Alors bien sûr, on veut nous faire croire que notre vie, elle en dépend, alors qu'on se rend compte que on va d'élection en élection et
Voilà, rien ne change. Rien ne change. Donc, il faut croire que ce ne sont pas ces moments-là qui sont décisifs. Il faut croire que ce ne sont pas ces moments-là qui sont décisifs. Les élections, ça ne changera pas notre vie. Ce qui changera nos vies, ça sera les explosions sociales, les explosions de colère. Mais il faut que dans ces explosions de colère, dans ces explosions sociales, il faut qu'il y ait des femmes et des hommes qui sachent, qui aient des perspectives, qui soient convaincus qu'on peut réorganiser la société justement de façon collective. Et défendre cette idée que les travailleurs, ils font déjà tout dans cette société, ils doivent aussi pouvoir la diriger. C'est bon pour toi, Mimi ? C'est tout à fait bon pour moi et surtout, j'espère, bon pour la personne qui a posé cette question. Voilà, ça c'est difficile à savoir. Mais c'est clairement un genre de serpent de mer aussi du chat de OK, qu'est-ce qu'on fait de tout ça maintenant au moment où il faut aller dans les urnes, du coup. Merci pour votre réponse. Non, mais bon, moi j'aurais envie de dire aussi, c'est que bon, moi ma candidature, c'est un appel au combat en fait. C'est un appel à construire un parti révolutionnaire. C'est un appel aux luttes. Je pense que c'est utile. C'est utile de dire que, quoi qu'il arrive dans cette élection, quel que soit celui qui va sortir des urnes, eh bien, au final, il va falloir qu'on se mobilise. Il va falloir qu'on se mobilise. Il faut qu'on se prépare à ça. Il faut qu'on se prépare à ça, parce que le grand capital, ils vont dépecer les transports en commun, ils vont aller dans la santé, comme ils sont déjà très présents dans les cliniques et dans les EHPAD, ils vont aller dans l'éducation, ils vont aller de partout. Et c'est le rouleau compresseur. Donc il faut qu'on se prépare à la mobilisation. Alors, je voulais enchaîner sur un autre sujet, mais qu'on a très très rapidement abordé tout à l'heure. Je vais revenir avec vous sur la campagne de 2017. En 2017, vous avez été sollicité par des associations LGBT, SOS Homophobie, l'Inter-LGBT, donc une fédération de plusieurs associations, qui avaient envoyé un questionnaire sur les enjeux LGBT justement à tous les candidats. À l'époque, vous n'aviez pas eu le temps de répondre. Alors, cette année, 2022... J'imagine que vous êtes très sollicité. Mais en tout cas, c'était votre réponse à l'époque. Est-ce que cette fois, vous envisagez, il y a des choses dans vos propositions, on a parlé des droits des femmes tout à l'heure, donc c'est quand même un sujet présent. Je suis quand même assez étonnée qu'on n'ait pas répondu parce que j'ai quelques camarades qui sont très attachés à répondre, mais je vérifierai parce que sur notre site, en fait, on a mis pas mal de courriers qu'on avait déjà fait, je suis très étonnée de ce que vous me dites, parce que justement, on a quand même à cœur... Alors, c'est sur le site de l'Inter-LGBT, donc c'est... Voilà, alors on n'a peut-être pas répondu à toutes les associations LGBT, parce qu'il y en a quand même plusieurs. Vous aviez répondu que vous souteniez de toute manière la lutte contre les discriminations de manière générale. On avait quand même répondu quelque chose. Vous aviez répondu que vous n'aviez pas eu le temps de répondre au questionnaire. Donc vous n'aviez pas répondu au questionnaire. On n'avait pas répondu point par point. Exactement. Mais on n'avait pas Il n'y avait pas eu de fin de non-recevoir et un refus. Je préfère quand même que vous précisiez ça. Bien sûr. Vous n'aviez pas répondu aux 60 questions du questionnaire. Ok, d'accord. Mais vous aviez renvoyé vers votre engagement contre les discriminations, etc. Je voulais voir avec vous si cette année d'élection présidentielle, il y avait justement des mesures d'engagement justement sur ces questions de lutte contre la LGBT-phobie qui sont présentes, vous êtes prof par exemple dans l'éducation, qui sont présentes aussi dans le milieu du travail. Vous parliez tout à l'heure du fait que effectivement vous voulez fédérer un seul camp, le camp des travailleurs. Derrière les objectifs qui concernent communs. l'ensemble du monde du travail, que soit ce qu'on est. Bien sûr, quel que soit ce qu'on est. Il n'empêche que, par exemple, des personnes LGBT peuvent être victimes de discrimination au travail, que les personnes LGBT, les jeunes LGBT sont victimes de discrimination. Et je peux vous dire que les organisations syndicales, par exemple, qui sont présentes au travail, elles sont en bagarre sur tout ça. Quand on est syndiqué, c'est mon cas par exemple, c'est au jour le jour que effectivement on se bat sur. Mais si vous cherchez dans mon programme effectivement une liste d'engagement pour les personnes LGBT, pour les personnes handicapées, pour les jeunes, vous ne trouverez pas. Très clairement. Vous ne trouverez pas parce que je l'ai dit en préambule. Moi, je ne fais pas comme si demain j'allais prendre le pouvoir et du haut de l'Élysée, ça serait ridicule. Ça serait jouer une espèce de jeu de rôle. Alors je sais bien que ceux qui n'ont aucune chance d'être élus fonctionnent comme ça, en disant demain je serai élu et je ferai ci et je ferai ça, etc., etc. Moi, ce que je dis,
c'est qu'effectivement, pour obtenir les droits, que ce soit en matière, que ce soit le combat féministe, le combat LGBT, le combat pour les personnes handicapées, il faut se battre. Il n'y a rien, il faut toujours se battre. Il faut toujours se battre, c'est une question de rapport de force, c'est une question de... voilà. Et par ailleurs aussi, ce que j'ai envie de dire sur cette question-là, c'est qu'il y a les droits qu'on arrive à conquérir, qui sont inscrits dans la loi, mais malheureusement, ça suffit souvent pas. Bien sûr. Parce que même quand ils sont inscrits dans la loi, ça ne dit rien de leur véritable application. Et là, c'est toujours pareil. C'est aussi la capacité... notre vigilance, notre capacité de nous organiser et notre capacité de faire que les choses elles soient respectées. Vous voyez, c'est toujours en réalité sur tout ça. Moi, en général, je fais confiance aux associations et je suis prête à dire bah oui, je soutiens les revendications et les idées que vous avez pour faire avancer les choses dans ce domaine. Donc, que ce soit l'éducation à la sexualité, toutes les. Donc, moi, en général, voilà, on reprend et on dit on soutient et vous êtes mieux placés que nous parce qu'effectivement, nous, on n'est pas les spécialistes ou on ne sait pas notre politique. Vous nous le reprocherez peut-être, mais c'est pas d'être engagé sur ce combat-là. C'est pas c'est pas comment dire. Oui, c'est pas notre combat central. Hein, c'est pas notre combat central. En effet, mais donc on fait confiance, y compris aux associations. Mais encore une fois, en leur disant attention, c'est une question de rapport de force. Et pour que ça soit réalisé dans le cas de cette société. Il suffit souvent pas de prendre une loi. Je pense à ce qui se passe sur l'IVG, par exemple. À la fois, l'IVG, d'accord, il existe, ok, sauf que, bon, les moyens ont tellement reculé qu'en fait, l'accès réel, il est compliqué. Je pense qu'il va falloir qu'on avance parce qu'on est sûr. très en retard. Du coup, tu veux faire la question de la fin ? On enchaîne sur la question. Sur la question de la fin. Bah oui, effectivement, le temps file. Nathalie Farteau, voilà, on termine ce live ensemble. Est-ce que vous avez déjà voté au second tour de l'élection présidentielle ? J'ai dû voter en 88. Peut-être, en 88, oui. Ouais, mais c'est tout. Ouais, pas depuis. Non. En 88, j'ai dû voter Mitterrand, je pense. Ça devait être mon premier vote, d'ailleurs. Bon, ça n'a pas... C'est pas ça qui m'a marqué. Hein. Ouais. Moi, mon premier vote, c'était le 21 avril 2002. Quelle belle époque. Et oui, c'était pour faire barrage à Le Pen. Hein, ouais, c'était pour faire barrage à Le Pen. Et avec, vous voyez, avec un succès fantastique, parce que regardez où on en est aujourd'hui. Hein, aujourd'hui, peut-être que demain, certains vont nous dire qu'il faut voter Le Pen, faire barrage à Zemmour. Ah bah c'est une note de fin. Non, je ne veux pas conclure là-dessus, mais je veux dire le barrage justement au racisme, aux idées réactionnaires, en général, parce que c'est aussi c'est bien plus large, hein, Zemmour et Le Pen que le racisme. Et, en fait, moi, je crois que justement, ça passera encore, je suis désolée de le dire, mais... En fait, dans le combat, moi, je suis convaincue que c'est lorsque les femmes et les hommes qui, oui, ont des différences, qui ont des histoires qui n'ont pas les mêmes origines, qui ont des histoires différentes, qui ont parfois des préjugés les uns vis-à-vis des autres, c'est lorsqu'ils se battront ensemble, justement pour des intérêts, pour leur intérêt commun, et pour même, avec la perspective de s'émanciper ensemble, que là, les liens de confiance, les liens des liens de solidarité se construiront. Et là, le racisme reculera. Et il ne sera plus que incarné par quelques, dinosaures politiques peut-être, mais en tout cas, dans le monde du travail, il n'aura plus sa place. En tout cas, vous savez, à chaque fois qu'il y a eu des luttes importantes, et je parle des luttes importantes du monde du travail avec leurs intérêts de travailleurs, je pense à 36, je pense à 68, et ben je peux vous dire que ça a fait évoluer tous les droits autour, en fait.
parce que c'est pas un hasard que le courant féministe a été très fort dans les années 70. C'est aussi parce qu'il y a eu cette impulsion et que les femmes, elles ont pris leur essor, j'ai envie de dire, et leur place dans la mobilisation en 68. Et que tout ça, ça les a conduits à se sentir plus fortes et à aller de l'avant aussi. Donc, vous voyez, en fait, ces luttes-là, bah oui, elles sont émancipatrices dans plein de domaines, en fait. Dans plein de domaines. Mais en tout cas, je suis sûre que c'est ce bout-là. C'est par ce bout-là. Bah, écoutez, merci Nathalie Arthaud beaucoup. De votre présence. Merci d'avoir répondu à nos questions. Merci au chat également pour les questions qu'il y a eu dans le chat. Moi, ce que j'ai noté, c'est que le 3 avril prochain, vous serez à votre dernier grand meeting au Zénith de Paris, c'est bien ça ? Oui, c'est ça. C'est ça. Et du coup, je pense qu'on va enchaîner assez rapidement sur la partie débrief.